Bonjour et bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic, survivaliste, et nous sommes le samedi 12 novembre 2022. Bonjour, chers opusomanes. C'est le nom de ceux qui aiment les opus. Nous sommes le 12 novembre, le lendemain du jour du souvenir, qui a été institué pour commémorer la mort des millions de soldats à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est toujours un jour émouvant pour moi parce que, comme ancien cadet et comme ancien militaire, j'ai fait beaucoup de parades du 11 novembre. Je ne sais pas si vous savez, mais pour les militaires, c'est quand même assez émouvant. Et surtout quand on voit sur des cénotaphes ou des monuments les soldats qu'on appelle dormants, avec le fusil pointé vers le sol et la baïonnette qui repose sur le sol, la tête inclinée. Ça crée une émotion particulière pour les vétérans, ceux qui ont connu le feu, et les anciens soldats. Soit dit en passant, au Canada, paraît-il, pas paraît-il, c'est officiel, tous ceux qui ont servi dans les forces armées se font appeler vétérans. Ce qui est une aberration et je dirais même une sorte de mépris pour ceux qui ont servi sous le feu. Un vétéran, c'est quelqu'un qui a connu le feu. Alors, j'aurais droit à ma plaque de vétéran, j'aurais droit à toutes sortes de trucs de vétéran. J'aurais droit de m'appeler vétéran, mais c'est pas le cas. Je n'ai pas connu le feu, je ne mérite pas le titre. Et j'espère que les gens qui décident de tout révolutionner, le sens des mots, le sens des institutions, j'espère qu'un jour qu'ils vont prendre le bord. J'espère qu'un jour qu'ils vont dégager pour de bon. Aujourd'hui, 2 sujets, comme d'habitude. Le premier sujet, qui est plus orienté survivaliste, va s'attaquer à la question des médicaments et des trousses de premiers soins. Il y a plusieurs approches dans ce domaine-là. Il y a plusieurs manières de voir. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres? Oui, la mienne. Non. Si vous me connaissez suffisamment, vous savez que c'est pas sérieux ce que je dis là. Non, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a des approches qui sont plus appropriées que d'autres. Et devinez quoi? Ça va en rapport avec vos compétences. Et dans la deuxième partie, je veux vous parler d'une approche du prepping qui s'apparenterait à ce qu'on appellerait de la gestion de projet, avec la notion de chemin critique, de bloquant, et tous ces éléments-là qui nous permettent de développer et de partir du point d'origine où on n'a rien et en arriver un jour à avoir un certain nombre de résultats. Ça ne se dit pas un certain nombre de résultats, mais un certain résultat, une certaine progression, et surtout une progression qu'on peut mesurer. Ça nous donne une bonne idée d'ensuite comment on peut procéder pour s'améliorer, pour creuser, aller en profondeur dans nos compétences et aller en étendue aussi dans nos compétences. Quand on parle de premiers soins, on tombe dans le domaine médical. Et le domaine médical, c'est toujours délicat parce que quand on n'est pas médecin ou quand on n'est pas pharmacien ou quand on n'est pas dentiste, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire et même en ayant la permission de le dire parce qu'on fait partie d'un ordre professionnel, c'est toujours délicat d'en parler. Moi qui ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit, ni infirmier, encore moins que les autres, je ne peux pas vraiment parler de soins médicaux. Je peux parler d'équipements médicaux,
je peux parler de possession de médicaments, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. D'abord, j'en parle parce qu'il y a une pénurie de médicaments pour enfants ces jours-ci, depuis une semaine, une dizaine de jours. C'est la première fois vraiment qu'on voit ça à cette échelle. Il n'y a plus d'antitussifs, il n'y a plus d'analgésiques pour enfants. C'est extrêmement difficile à trouver. Et puis, ben là, les parents sont un peu désespérés parce que si vous êtes parent, vous savez très bien l'effet que ça fait quand on entend notre enfant s'arracher les poumons à tousser. On a envie de prendre le mal sur nous, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Eh bien, imaginez une période où on aurait des pénuries récurrentes, permanentes, rotatives. C'est-à-dire, il va toujours manquer quelque chose, mais jamais exactement de la même chose. Pendant un mois, il va manquer d'antibiotiques. Pendant un autre mois, il va manquer d'analgésiques. Pendant un autre mois, il va manquer de bandages. Il va manquer de désinfectants. Et ainsi de suite. C'est une sorte de scénario, si vous voulez, qu'on peut tout à fait envisager pour les crises qui sont commencées depuis peut-être un an. Je dis les crises parce que c'est une grande crise multisectorielle. Puis attendez, là, l'économie n'a pas commencé encore. Quand l'économie va commencer, sérieusement, je veux dire, là, vous allez voir que les pénuries vont s'accentuer. Pour quelle raison? Eh bien, c'est tout simple. Les bateaux ne se déplacent pas avec du bunker, qui est une sorte de carburant. Ils se déplacent avec de l'argent. Tout ce qui bouge fonctionne avec de l'argent. Oui, vous ne pouvez pas faire le plein de votre auto avec des billets de 20 $. On s'entend. Mais si vous voulez faire le plein de votre auto, ça vous prend de l'argent. Si votre station-service veut pouvoir vous offrir de l'essence ou du diesel, ça lui prend de l'argent. Si le distributeur veut pouvoir aller remplir les gros réservoirs des stations-service, ça lui prend de l'argent. Et si l'argent n'était plus disponible, soit qu'il ne peut pas être échangé à distance, soit qu'il a tout simplement disparu, comment on fait dans ce temps-là? Ben, on n'y va pas avec la parole de l'autre. Moi, j'ai ma matière. Si tu n'es pas en mesure de me la payer, je ne te la vends pas. Alors, ma matière va rester dans mes réservoirs, si on parle d'essence. Et mes camions, ben, ils ne rouleront pas. Et si les camions ne roulent pas, ben, la station-service n'est pas approvisionnée. Et devinez quoi? Votre réservoir d'auto non plus. C'est ça le genre de truc qu'on peut connaître. Alors, en matière de médicaments, le risque est encore plus élevé. Parce que la majorité des médicaments, on parle des médicaments de base, là, pas des médicaments de pointe. Mais la grande majorité des médicaments est fabriquée à l'étranger. La pénicilline, l'amoxicilline, la ciprofloxacine, ces antibiotiques-là, les tétracyclines, les remplaçants, si vous voulez, pour ceux qui sont allergiques à la pénicilline et les dérivés. Bien, la majorité des médicaments génériques sont fabriqués en Chine ou en Inde. Là, les États-Unis prévoient un clash avec la Chine bientôt. Alors, une source d'approvisionnement qui va tomber. Et si ça clash avec la Chine, il y a des chances que le trafic maritime, voire même aérien, soit grandement perturbé et que peut-être l'Inde ne soit plus en mesure d'exporter les médicaments qu'elle produit. Ce qui va poser un énorme problème. Parce que oui, on va avoir accès à des médicaments de pointe, ceux qui auront été développés récemment et qui sont fabriqués localement. Mais tous les autres, on ne les aura pas. Et c'est principalement des autres dont on a besoin la plupart du temps. Si vous avez un abcès dentaire,
ça va être de l'amoxicilline qu'ils vont vous prescrire ou des tétracyclines. Ben ça, c'est pas des médicaments qui sont récents. C'est des très vieux médicaments, des très vieux antibiotiques qui ne font plus l'objet de brevets. Donc, qui peuvent être produits de manière générique. Et c'est pas payant pour les grandes pharmaceutiques de produire des médicaments génériques. C'est pour ça que c'est sous-traité et que c'est fabriqué par des compagnies génériques. Et ces compagnies-là sont en Inde et en Chine. Ça rend les choses un peu difficiles. Il existe des moyens de se procurer des antibiotiques. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un article qui m'avait demandé beaucoup de recherches et que j'ai fait valider par un pharmacien, c'est-à-dire Feu mon père, sur la durée de conservation des médicaments. Vous savez, n'importe quel produit alimentaire ou médical a une date de péremption. Dans le cas des aliments, souvent c'est meilleur avant, mais pour les médicaments, c'est date de péremption, après telle date, jetez-les. C'est une précaution qui est valable. Je veux dire, dans une société d'abondance, oui, on peut se permettre de jeter des choses. Dans une société ex-abondance et pénurière, je viens d'inventer un mot, ben là, ça n'a plus autant de sens. Parce que les choses ne sont pas aisément remplaçables. Ces médicaments-là, est-ce qu'on peut les conserver plus longtemps? Je parle surtout des antibiotiques. Eh bien oui, on peut les conserver plus longtemps. Et là, je vous dis que je ne donne pas un avis médical. Je ne fais que répéter ce que j'ai trouvé dans mes recherches il y a plusieurs années et qui ont été validés par un pharmacien. Alors, je ne donne pas un avis personnel. Et oui, il apparaît que les antibiotiques peuvent être conservés beaucoup plus longtemps dans certains cas que leur date de péremption, à la condition qu'ils soient conservés au sec, au frais, pas au froid, au frais, et qu'ils ne soient pas en contact avec la lumière. Tous ces éléments-là conservent les antibiotiques dans leur état initial, ou du moins sont des conditions optimales de conservation, et évidemment, il va toujours y avoir une certaine dégradation. Mais la dégradation est ralentie au maximum si vous respectez les conditions de conservation. C'est comme pour les aliments. Dans le cas des antibiotiques, il y en a qui se conservent de manière avérée. On parle de manière avérée, c'est-à-dire testée. Plus de 2 ans après la date de péremption. Et dans certains cas, ça va jusqu'à 10 ans. Je crois que c'est la ciprofloxacine, je vous dis ça de mémoire. Le fameux cipro. Mais là, ça devient intéressant d'en stocker. Ça devient même plus qu'intéressant, ça peut devenir critique dans certains cas. Si vous avez un abcès, bon, on ne meurt pas toujours d'un abcès, là, surtout dans nos sociétés. Un abcès dentaire, je parle. Mais ça peut être crissement douloureux de se le faire enlever, de se faire enlever la dent ou de se faire traiter la dent si l'infection n'a pas été réduite d'abord. Et on rappelle qu'un abcès dentaire, ça n'est pas la cause de quelque chose, mais c'est la conséquence de quelque chose. Si vous prenez un médicament, un antibiotique, vous allez faire disparaître l'abcès qui est une infection, mais vous ne ferez pas disparaître la cause. Ça va revenir, et peut-être avec des bactéries résistantes. Donc, on niaise pas avec ça. Donc, si on revient à la durée de conservation des médicaments, vous les conservez dans les conditions optimales. Il vous arrive un jour que vous avez une infection quelconque, et là, vous croyez avoir la meilleure idée du siècle, c'est-à-dire de vous jeter sur vos antibiotiques et de les consommer. Ça, c'est con. Parce que vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez pas poser un diagnostic sur vous-même. C'est pas parce que c'est interdit par la loi, c'est parce que vous n'êtes pas compétent pour le faire. Moi, vous savez, j'ai été
J'ai j'ai eu des tendances hypochondriaques à certains moments de ma vie. C'était pas maladif, là, mais j'avais un petit quelque chose. Je faisais beaucoup d'anxiété à l'époque. J'avais un petit quelque chose et j'allais vérifier sur Internet, docteur Internet, là. Et puis là, ben, je me faisais des idées et je me faisais peur. Je finissais par aller voir un médecin. Puis, docteur, est-ce que j'ai le cancer? Puis là, il me riait en pleine face. Donc, j'imagine que si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à d'autres aussi. Si vous avez une infection ou que vous croyez avoir une infection, allez voir un médecin. Là, le médecin, il va regarder s'il identifie une infection, il va vous faire une prescription. Ou peut-être qu'il va vous dire, je pourrais bien te prescrire tel médicament, tel antibiotique, mais malheureusement, ils sont plus disponibles et on ne prévoit pas en avoir avant 6 à 8 semaines. Et c'est là que vous pourrez dire à votre médecin, donne-moi la prescription puis la posologie, je vais m'arranger. Et là, vous retournez chez vous, vous allez fouiller dans vos réserves. Ah ben, amoxicilline, 500 mg, 3 fois par jour. J'ai ça, moi. Et là, vous pouvez vous traiter. La question d'acquisition des antibiotiques, c'est toujours très délicat. Au Canada, mais dans la plupart des pays, les antibiotiques doivent être prescrits par un médecin. Certains médecins acceptent d'en prescrire d'avance. Par exemple, si vous allez en voyage à l'étranger, si vous allez au Mexique, par exemple, il est très probable que le médecin vous prescrive du Cipro et vous dise d'en prendre dès votre arrivée là-bas. Très probable. Ou au moins, vous l'avez sous la main pour pouvoir traiter la fameuse tourista et tout ce qui en découle. Je pense que c'est du Cipro, mais je ne suis pas certain. Peu importe si ce n'est pas important, je ne suis pas là pour vous dire quel médicament prendre de toute manière. Mais, hors ces cas-là, si vous partez en expédition dans le Grand Nord ou en forêt pendant 2 mois, peut-être que vous pourriez vous en faire prescrire. Le médecin accepterait probablement de le faire s'il a confiance en vous. Mais pour les autres cas, c'est extrêmement difficile. On peut obtenir des médicaments par la poste dans certains pays. Et là, je ne vous dirai pas comment ou quelle compagnie, quelle sorte de médicaments. Ça, c'est pas à moi de le faire et je ne suis pas en mesure et je ne suis pas autorisé non plus à le faire. Mais la chose est possible, surtout pour des antibiotiques. Alors là, à ce moment-là, c'est à vous de faire des recherches. Mais attention, les antibiotiques, là, on ne joue pas avec ça. Parce que si vous en prenez trop peu, vous allez tuer les bactéries les plus faibles et conserver les plus fortes, les plus résistantes. Et vous risquez de vous retrouver avec une sale infection. Si vous en prenez trop, vous allez tuer votre flore intestinale de mauvaises, mais aussi de bonnes bactéries. Et là, vous allez vous retrouver avec une infection secondaire. Parce que vous aurez pris un médicament contre l'infection dont vous souffriez à l'origine. Si vous en prenez sans besoin, vous allez détruire votre flore pour rien. Et si vous n'en prenez pas, ben, vous vous rendez encore plus malade et ça peut éventuellement menacer votre vie. Alors, les antibiotiques, c'est très délicat. Possédez-en si vous voulez, mais de grâce, avant de les utiliser, allez voir quelqu'un de compétent qui va vous dire de quoi vous avez besoin. Ça, c'est le cas des antibiotiques. Maintenant, au niveau des autres premiers soins. Bon, on ne peut pas dire qu'antibiotiques et infections, c'est un premier soin. Mais si on revient à la base, le minimum, à mon avis, qu'on doit posséder, c'est évidemment plein d'assortiments de bandages, des bandages autocollants comme ce qu'on appelle les diachylons ou les plasters, comme on dit ici. Ça peut être aussi de la gaze, des bandages déroulants,
Ça prend un- une bonne variété de toutes sortes de bandages pour protéger les plaies. Ça prend des bandages qui vous permettent aussi de faire de la compression de plaies, c'est-à-dire le cas traditionnel de la blessure par balle sur le champ de bataille. Nous, à l'époque, dans les forces, on avait ce qu'on appelait les cotex d'éléphant. C'est un truc qui se dépliait, se déroulait, c'était énorme, mais il y avait des bandes de tissu autour assez longues pour être capable de faire le tour du torse ou d'une cuisse ou d'un bras et de serrer très fort. Quand on a une perforation sur la peau, c'est la compression qui permet d'arrêter l'épanchement de sang. Certains sont très amateurs de ce qu'on appelle les quick clots, c'est-à-dire un produit qui va permettre d'arrêter immédiatement l'écoulement sanguin. Et il y a une variété de ça, en fait une évolution de ça, qui est des espèces de petites éponges qu'on trouve dans une seringue et qu'on peut injecter dans une plaie. Ces éponges-là sont enrobées de quick clot et évidemment, étant éponges, elles vont absorber le sang, ce qui permet un arrêt rapide de la perte sanguine. Mais ça, il y a une contrepartie. C'est que vous devez avoir une assistance médicale rapidement après pour enlever les éponges et refermer votre plaie. Ça, c'est pas quelque chose que personnellement je juge très utile dans un kit médical de prepper. Mais tout le reste est important. De quoi désinfecter. Oui, tout le monde a de l'alcool, tout le monde a... je me rappelle plus du nom. Mais c'est pas grave. C'est à base d'hydrogène, l'eau hydrogénée, je me rappelle plus. Ben, tout le monde en a à la maison, mais c'est pas les bons moyens. Le mercurochrome ou d'autres produits qui sont spécialement faits pour désinfecter des plaies sont préférables. Même, et ça c'est mon père à l'époque, quand j'avais une blessure, c'était toujours la même réponse. De l'eau et du savon, va laver ta plaie, ou je vais te laver ta plaie. Et ça fait le boulot. J'ai jamais eu énormément d'infections parce que je les nettoyais avec de l'eau propre et du savon. Maintenant, il y a tous les équipements un petit peu plus élaborés qu'on peut avoir. Et là, on tombe dans des domaines un peu délicats. Il y a des survivalistes, des preppers qui décident d'apprendre à faire des sutures. Alors, soit qu'ils vont utiliser l'espèce de brocheuse à point de suture. Ça, c'est à peu près à la portée de tout le monde, bien qu'il y ait une technique pour ça. Et il faut pratiquement être deux pour pouvoir réaliser des sutures qui ont du bon sens. Et il y a l'approche traditionnelle de la suture, c'est-à-dire une aiguille du fil, on rentre dans la plaie, on en ressort, etc. Il y a la question aussi des analgésiques. Évidemment, si vous voulez faire de la suture, ça va vous prendre un analgésique topique ou local. Et ceux qui sont vendus sans prescription ne sont pas extrêmement efficaces. Ça ne gèlera pas complètement votre plaie. Donc, attendez-vous à de la douleur. Si vous n'avez pas accès à des médecins ou à des services d'urgence, c'est une solution alternative. Entre ça et mourir, OK, on va prendre la suture artisanale. Évidemment, si on parle toujours de suture, on va parler de pinces. On va parler de pinces, je ne connais pas les noms exacts, de pinces autobloquantes qui vous permettent, par exemple, de fermer une artère qui aurait été sectionnée. Et vous savez qu'une artère sectionnée, vous n'avez pas beaucoup de temps pour agir. Hein? Et ça peut arriver une blessure au travail, ça peut arriver une blessure à la maison. Vous tombez, vous chutez, un outil rentre dans votre peau et coupe votre artère. Vous en avez pour à peu près 4 minutes. Si quelqu'un peut intervenir et bloquer l'écoulement de sang, soit par un garrot ou soit par ce genre de pince,
à ce moment-là, vous avez une chance de survivre. On doit parler aussi des onguents principalement antibiotiques, mais il y a d'autres sortes d'onguents aussi qui peuvent beaucoup aider pour toutes les blessures superficielles. Les onguents antibiotiques, évidemment, vont lutter contre l'infection. Ça, c'est... je pense que tout le monde connaît le polysporin, que ce soit pour la peau ou pour les yeux, qui est une autre formule, mais qui porte quand même le nom de polysporin, je crois. Et il y a tous les onguents aussi pour lutter contre les maladies de peau, comme l'hydrocortisone. C'est bon aussi de posséder tout ça. Évidemment, on possède un truc et un autre, ça finit par coûter cher. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, dans un contexte où le seul matériel médical qui est accessible rapidement, il est chez vous, ben, ça peut être un investissement qui va se repayer, surtout si ça vous permet éventuellement de sauver une vie. Mais tout ça, c'est du matériel. Le matériel n'est rien sans avoir les connaissances et le savoir-faire. Et c'est là que ça peut se corser. Parce que nous ne sommes pas des médecins, certains d'entre vous le sont, tant mieux pour vous. Et c'est plus facile pour faire des stocks. Wink, wink. Mais pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué et difficile. Et oui, il existe des livres. Je ne me rappelle plus du titre, là, une sorte... un livre qui avait été produit pour l'Afrique, là où il n'y a pas de médecin. Where there's no doctor. Je l'ai lu. Je l'ai regardé, je l'ai examiné. Et puis, j'ai pas été impressionné parce que 90% des solutions, c'est aller voir un médecin. Ça n'est pas d'une très, très grande utilité. Il y a des principes de base à connaître. Par exemple, en cas de fièvre, si la fièvre est trop élevée, ben, il faut refroidir le corps. C'est de l'eau froide et éventuellement peut-être de la glace. Mais sinon, la fièvre a une fonction importante ça fait partie de la réponse immunitaire. Donc, moi, quand je fais de la fièvre, j'ai tendance à la laisser faire et à ne pas prendre de médicaments pour la faire baisser. Pas d'aspirine, pas d'ibuprofène, pas d'acétaminophène. Je laisse aller, à moins que l'inconfort soit trop grand et que ce soit sorti d'un mal de tête carabiné. Il faut aussi, parfois, accepter de souffrir ou d'être inconfortable. Mais sinon, je viens de parler de médicaments contre la fièvre. J'aurais peut-être dû en parler un peu avant, mais c'est important d'en stocker beaucoup. Par contre, faites attention. L'aspirine, je crois qu'avec le temps, elle se dégrade en quelque chose qui peut devenir dangereux. Contrairement aux antibiotiques qui, eux, vont simplement perdre de la force. L'aspirine, je crois, c'est à vérifier, là. Faites vos recherches vous-même ou demandez à un médecin ou à un pharmacien. Mais je crois qu'avec le temps, elle peut se dégrader. Mais sinon, stockez ce que vous pouvez. L'important, c'est de pouvoir s'assurer de pouvoir se soigner à un moment donné. Donc, on revient au livre. On ne peut pas devenir médecin en possédant des encyclopédies médicales ou des livres de médecine d'urgence. La médecine, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est, en fait, la formation d'un médecin, je pense que c'est 7 ans. 7 ans d'université avec à peu près la moitié en pratique contrôlée par un médecin. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais il existe quand même des livres qui peuvent vous donner des réponses rapides et des moyens rapides de pouvoir fonctionner.
Il y a un livre que j'ai commandé, que j'ai presque complètement lu, qui est The Ultimate Survival Medicine Guide, produit par Dr. Bones et Army Nurse, c'est-à-dire Joseph Alton, médecin, et Amy Alton, sa femme, qui est infirmière, je crois, et, ou qui est paramédic, peu importe. Et c'est un livre qui nous donne des bonnes bases, qui nous permet d'avoir certaines techniques, surtout des moyens alternatifs de pouvoir se soigner. Et ma foi, je suis en train de le parcourir, là. Vous m'entendez tourner les pages. Et c'est bien parce que ça va nous donner des bonnes techniques au niveau du traitement des fractures, entre autres. Mais aussi pour d'autres accidents ou d'autres affections. J'avais vu une pub à un moment donné, et après j'ai fait des recherches et ça s'est avéré vrai. C'était une pub pour un livre sur les plantes médicinales. Et là-dedans, il y avait une plante qui avait des pouvoirs analgésiques extrêmement puissants, à condition évidemment de la traiter et de concentrer le principe actif. Et ça peut être un moyen, si vous êtes herboriste et que vous connaissez ça, la médecine par les plantes et surtout la concentration des principes actifs qu'on trouve dans les plantes, ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut peut-être, dans certains cas, même vous sauver la vie, quand évidemment il n'y a pas de médicaments. Sinon, cherchez pas de midi à 14 heures. Les médicaments sont fabriqués avec quoi? Dans l'écrasante majorité, avec des plantes. Certains médicaments sont synthétisés, mais l'écrasante majorité vient des plantes. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire les médicaments de Big Pharma, c'est pourri, c'est pas bon. Et d'autres qui vont dire le contraire, que les médicaments dits naturels, ça vaut pas de la merde. Là encore, la vérité est dans l'équilibre et dans le juste milieu. La médecine naturelle, les suppléments naturels, ben, ils sont généralement moins puissants que les médicaments de Big Pharma. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sans effet. Et dans certains cas, il y a des éléments, des plantes qui, si on les traite, vont être aussi efficaces, sinon plus efficaces que d'autres médicaments. Là encore, c'est à vous de faire votre recherche. Et ce n'est surtout pas à moi de vous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, comme dans toute chose, il y a la règle générale et il y a les cas particuliers. Par exemple, l'amoxicilline est excellente contre les infections, mais si vous êtes allergique à la pénicilline, ça ne sera pas tellement bon pour vous. Et c'est la même chose pour les plantes. C'est la même chose pour, en fait, tout. Même les aliments. Ma fille a découvert récemment qu'elle avait une intolérance au lactose. Bon, ben, on ne lui donnera pas du lait avec du lactose, hein? C'est le fun parce que ça va nous coûter moins cher la crème glacée. Mais blague à part, c'est aussi à prendre en compte. Et spécialement ceux qui ont des allergies qui peuvent être mortelles. Allergie aux arachides qui provoquent des chocs anaphylactiques. Si vous êtes capable de stocker les auto-injecteurs pour, je pense que c'est de l'adrénaline ou en tout cas quelque chose qui a cet effet-là. Si vous êtes capable d'en stocker, faites-le. Oui, je sais que c'est cher, mais bordel, c'est votre vie qui est en jeu, là. Ou celle de votre enfant. Et oui, je le répète, tout coûte cher. Il n'y a rien qu'on peut faire sans que ça coûte quelque chose. Comme je le disais au début, déplacer de la matière, ça ne coûte pas de l'essence, ça coûte de l'argent.
Et c'est l'argent qui achète le pétrole, et non pas l'inverse. Alors, si je devais résumer, ayez un kit médical substantiel, tant de premiers soins que pour traiter les maladies qui pourraient se présenter à nous. Et si vous avez accès à des médicaments sous prescription habituellement et que vous êtes capable d'en avoir, je vous félicite, c'est une bonne chose. Saisissez l'occasion et stockez-en. Maintenant, faites attention à l'usage que vous en faites. Et si les médicaments sont sous prescription, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour que ce soit un médecin qui vous les prescrive. Alors, avant de les utiliser, consultez toujours un médecin. S'il y a une pénurie de médicaments, il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies. Mais ça ne créera pas une pénurie de médecins. Les médecins ils sont toujours là. Idem pour les pharmaciens, pour les infirmières praticiennes et tout le personnel de la santé. À moins que le personnel de la santé ait été vaporisé par une explosion nucléaire, on s'entend. Mais si ça se produit, ne pas avoir de médecin sera le moindre de vos soucis. On s'entend. Donc, médicaments de base le plus élaboré possible, kit de premiers soins qui va vous permettre d'aller atteindre le niveau de vos compétences en premiers soins. Et si vous savez faire des sutures, bien, stockez de quoi faire des sutures. Si vous ne le savez pas, n'en stockez pas. Si vous ne le savez pas et que vous connaissez un voisin ou un parent qui sait en faire, bien, stockez-en. Vous voyez, là, c'est une question de jugement. Éduquez-vous en matière médicale. Il y a des livres, il y a certaines chaînes YouTube comme Dr. Bones et Nurse Army. Oui, ça, c'est valable. Ce sont d'authentiques soignants qui parlent. Encore là, ceux qui le savent, ils en parlent. Il y a aussi, vous, ce que vous allez en comprendre et en retenir, ce qui est une autre chose. Alors, faites attention à ça, mais éduquez-vous le plus possible quand même. Et finalement, ben, exercez votre jugement en tout temps. N'allez pas au-delà de vos compétences. Et même si vous croyez qu'une vie est menacée, vous savez, comme parent, si notre enfant de 2 ans fait 40 de fièvre, on pense que notre enfant est à l'article de la mort. C'est une condition sérieuse, mais pas mortelle. Mais quand ça arrive, on ne raisonne pas les choses comme une personne extérieure pourrait le faire. Alors faites attention aussi à vous-même et à vos émotions dans ces conditions-là.
que tu t'en mêles et ça fait du chemin dans ma tête. Mais tu voudrais vivre un mélodrame, vivre avec un mégalomane. J'arrive à trancher le nœud gardien, je reviens pour être ton ange gardien. Attends, mais attends, mais attends-moi. Attends, mais attends, mais attends-moi. Si je reviens pour être ton ange gardien, je jure que je ne partirai plus jamais loin. Le prepping vu comme un projet. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec la gestion de projet, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre une personne qui se prépare, c'est-à-dire qui fait du prepping ou du survivalisme, et la gestion de projet, et cela à une seule condition. C'est que la personne a décidé où elle voulait s'en aller, jusqu'à quel point elle veut se préparer et contre quoi elle veut se préparer. Et c'est là toute la différence entre un prepper instinctif, je ne dis pas que c'est mal, et un prepper préparé. Ça a l'air ridicule à dire. Prepper, dans le fond, ça veut dire quelqu'un qui se prépare. Mais vous allez voir, c'est pas si con que ça. J'ai très souvent parlé de survivalistes ou de preppers qui commençaient et qui allaient vraiment au feeling, c'est-à-dire, vite, là, je sens le besoin de me préparer, de quoi j'ai besoin rapidement. Et là, ben, le premier réflexe de 75% des hommes, c'est de dire, ça me prend un gun. Et puis, le premier réflexe de 75% des femmes, c'est plutôt de dire, ça me prend de quoi assurer le bien-être et la sécurité de mes enfants. Et ça peut être la nourriture, des médicaments, des couches, des... Bon, voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça, c'est l'approche instinctive. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est mieux que ceux qui n'ont pas d'approche du tout et qui ne font rien. Toutefois, c'est basé sur ce que j'ai déjà expliqué, ce que j'appelle les besoins perçus. C'est-à-dire ce qui nous vient à l'esprit, et souvent c'est sur la base de nos tripes. C'est nos émotions qui parlent. Et ça, les émotions, quand il s'agit d'envisager des situations complexes, c'est pas souvent des bons conseillers, ces émotions-là. Alors, quand on y va avec une approche de besoins réels, on devient déjà d'avance plus structuré. Si on va aller une coche plus loin, c'est de faire une approche en mode gestion de projet. À savoir, vous fixez des objectifs à atteindre, et c'est ça peut-être qui est le plus difficile, parce qu'il faut savoir discerner ce qui est atteignable ou pas, ce qui est réaliste ou non. Et à partir de là, vous tracez des étapes qu'on va appeler des jalons. Et c'est en atteignant un jalon après l'autre
que vous allez arriver avec un plan survivaliste qui est prêt à être déployé. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je vais vous donner des exemples, parce que là, dit comme ça a l'air d'être des beaux principes et des beaux conseils, mais ça vaut rien. Par exemple, je vais partir d'un énoncé. Et c'est cet énoncé qui va être mon objectif. L'énoncé en question, ça peut être, par exemple, je veux que ma famille soit pleinement autonome pour une période de 3 mois. C'est con. C'est con. Mais pourtant, c'est la base de tout. Et là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on veut obtenir 3 mois d'autonomie. En langage gestion de projet, on dirait qu'on vient de faire la définition. Il y a 5 étapes dans la gestion de projet. Initiation, définition et planification, exécution, implémentation et contrôle et fermeture. Dans notre cas, le contrôle et la fermeture, on peut s'en passer parce qu'on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, parce qu'on est à la fois le commanditaire et le commandité du projet en question. Même chose pour l'initiation, dans le fond, qui est la première des étapes. L'initiation, c'est le fait de décider de se préparer. Et maintenant, nous en sommes à la planification. Alors, la planification, on part d'une idée abstraite qui est j'ai besoin de me préparer. On a défini ce qu'on veut atteindre comme objectif. Ça, c'est de la planification en tant que telle. C'est-à-dire, je le répète, je veux être capable d'être autonome pour moi et ma famille pendant 3 mois. Et il y a 2 autres éléments dans la planification, évidemment. Il y a l'estimation des coûts. Et ça, c'est difficile à faire. Et ça va dépendre de la portée que vous allez donner à votre préparation, à votre projet de préparation, et ce que vous allez identifier comme ce qu'on appelle des livrables. C'est-à-dire des étapes qui vont avoir été complétées et qui vont servir à votre préparation. Jusqu'ici, on est encore tout à fait dans l'abstrait. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait bien. Alors, vous allez définir la portée. Ça, c'est l'élément crucial de l'étape. Comment vous voulez, à quel point vous voulez vous préparer et vous voulez vous préparer à quoi? Alors, vous allez sûrement vouloir, on en a parlé tout à l'heure, avoir une préparation en matière médicale. Vous allez vouloir, évidemment, avoir une préparation en matière de nourriture, en matière d'eau, en matière de cuisson des aliments. Ça va ensemble, ça. Eau, nourriture, cuisson, ça va ensemble. Et dans eau, il y a un sous-élément qui est eau propre, c'est-à-dire soit vous avez accès déjà à de l'eau propre et potable, soit vous avez besoin de rendre l'eau propre et potable. Et d'abord, avant tout, de trouver un accès à l'eau. Alors, on a déjà 2 éléments, nourriture et eau, et préparation médicale. Ça en fait 2. Est-ce que nos besoins se résument à de la nourriture, de l'eau et à une préparation médicale? Eh bien non, évidemment. Parce que là, il va se poser d'autres problèmes, d'autres questions. Il va se poser la question de l'énergie, c'est-à-dire le chauffage et l'énergie dont on a besoin pour faire certaines activités. Ces activités-là qui requièrent de l'énergie, ça peut être simplement sacrer son camp, évacuer avec notre voiture ou avec un autre moyen motorisé. Ça peut être simplement de s'éclairer pendant 3 mois alors que les canaux normaux d'approvisionnement d'énergie ne fonctionnent plus. Ça peut être aussi simplement ne prévoir que du chauffage et vous éclairer à la bougie, par exemple. Il y a toutes sortes de moyens, là, ça va dépendre de votre condition personnelle. Mais la question énergie est centrale. Elle fait partie de tout.
Votre nourriture, dans le fond, ultimement, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pour votre corps, puis éventuellement, si vous la faites brûler, ça devient de l'énergie calorique. Mais c'est quand même de l'énergie qu'on traite à part parce que ça ne sert pas à approvisionner des équipements, mais des personnes. Alors ça, c'est les éléments de base. Je dirais qu'un projet survivaliste qui n'a pas ces éléments-là est déjà en sérieuse difficulté. Mais on peut rajouter d'autres éléments dans notre portée. Par exemple, la question de la sécurité. Sécurité de la famille, mais aussi sécurité individuelle. Est-ce que c'est la même chose? Pas vraiment. Pas vraiment. La sécurité de la famille, c'est une pensée globale. Ça va entraîner une question de comportement, une question d'équipement. La sécurité individuelle, ça a plus rapport à ce que vous, comme personne, vous allez faire. Alors, dans la sécurité familiale, il peut y avoir un élément qui est les adultes protègent la maison. Et dans la sécurité individuelle, ça devient moi comme père, ma femme comme mère, sommes responsables de protéger nos enfants par tous les moyens possibles. Ça a l'air redondant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, on commence déjà à penser à distribuer des rôles dans la préparation et dans l'exécution du projet. Donc, préparation médicale, les aliments, l'eau et la cuisson, l'énergie en général et la sécurité. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments? Bien sûr, on peut en mettre beaucoup. Mais sachez une chose, plus vous augmentez votre portée, plus vous aurez des livrables à produire et plus votre projet va être long et difficile à réaliser. Par exemple, si vous avez une très grande portée avec des éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres, ce qu'on appelle en langage de projet des dépendances, à ce moment-là, si vous avez 3 éléments qui sont en dépendance, il n'y en a aucun qui va pouvoir être réalisé avant que le bloquant de la dépendance ne soit levé. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Et évidemment, il y a la question du budget. Combien d'argent vous êtes prêt à mettre? Et dans un cas de préparation, si on y va toujours dans la planification de projet, dans la gestion de projet, il va y avoir un autre élément aussi, qui va être la formation des intervenants. Ça, c'est un bien grand mot pour dire vous allez devoir apprendre des choses si vous ne les maîtrisez pas déjà. C'est aussi une question à se poser et c'est un élément à considérer et à joindre dans la planification de notre projet. Vous savez, la phase la plus cruciale d'un projet, c'est bien celle de la planification. C'est là où plus le travail est fait sérieusement, moins vous aurez de surprises, moins vous aurez de dépassement de coûts et moins vous aurez de dépassement de délai. Parce que oui, il faut se fixer des délais. Parce que sinon, ça devient un work in progress qui va durer peut-être des années et vous allez peut-être vous retrouver un jour avec l'obligation de déployer vos plans survivalistes sans avoir la possibilité de les avoir complétés. Donc, il faut se donner des délais qui sont raisonnables, mais néanmoins des délais. Et là, je vous le dis, je suis un procrastinateur devant l'Éternel. Je sais de quoi je vous parle. Si on ne se fixe pas des délais, ben on reporte à plus tard et on reporte à plus tard. Et finalement, on se retrouve à ne jamais faire les choses. Donc, si vous y allez dans un mode structuré comme de la gestion de projet, vous allez être obligé de fixer des dates et de les respecter. Parce qu'en fait, c'est un plan, idéalement, que
vous déployez, c'est-à-dire que vous développez, mais votre commanditaire, c'est-à-dire celui qui vous commande le plan, dans le fond, et celui qui vous paye, ça va être vous-même. Mais vous pouvez aussi le voir comme étant votre famille qui est le commanditaire. Et c'est à votre famille que vous devez rendre des comptes d'une certaine manière. C'est à votre famille que vous devez développer votre plan et le déployer éventuellement à le moment venu. Ça peut être un autre facteur de motivation. Mais c'est vraiment important de réaliser que la planification qui va être, comment dirais-je, qui va être juste, qui va être réaliste, va vous permettre de réaliser plus facilement votre plan. Et tout se repose sur la planification. Avant de passer à la phase suivante, qui est l'exécution, on va y aller un petit peu plus concret. Dans mon 3 mois d'autonomie familiale, je décide que, évidemment, de la nourriture, de l'eau et des moyens de cuisson. Je décide que j'ai une trousse médicale avec des analgésiques et des bandages, et des crèmes antibiotiques, et de l'hydrocortisone, et tout ce qui est accessible à la pharmacie en vente libre. Je décide aussi que j'ai besoin d'énergie parce que j'ai une scie mécanique que je veux pouvoir utiliser. J'ai une voiture que je vais pouvoir utiliser pour évacuer ou simplement m'approvisionner. Et j'ai besoin aussi de pouvoir chauffer ma maison. Par exemple, avec un poêle à bois. Là, je réalise que je n'ai pas de poêle à bois. Ah, ben là, il va falloir que j'en tienne compte. Donc, dans ma planification, je vais rajouter acheter et installer un poêle à bois ou faire installer. Pour des questions d'assurance, c'est mieux de faire installer. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Fait que déjà, juste en planifiant solidement, on est capable de voir, déjà en commençant, ce qui nous manque et un peu de ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire est toujours plus compliqué quand on commence à réaliser en tant que tel. Mais on a déjà une idée simplement en planifiant. Donc, dans mon 3 mois, je veux de la chaleur, comme j'ai dit, parce que il fait froid l'hiver au Québec, très froid. Si on ne se chauffe pas, on peut en mourir. Donc, je rajoute le poêle à bois, je rajoute évidemment ce qui vient avec, du bois. Là, j'ai à peu près fait le tour de la question de l'énergie, mais on sait que c'est pas complet. Parce qu'on vient de le faire. On va se laisser du temps à réfléchir et à digérer tout ça pour éventuellement rajouter d'autres trucs, voire même en enlever. Parce que je me dis, dans le fond, ma scie mécanique, c'est bien, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais avoir du bois à couper? Puis là, je réalise que oui, je voudrais pouvoir couper du bois, mais je n'ai pas vraiment accès à des arbres debout. Et le bois, ben, sauf 2 ou 3 essences, il faut le faire sécher pendant 1 an. Ah, ben là, est-ce que ça vaut la peine alors de maintenir des ressources et du développement dans cet aspect-là, dans cette question-là plutôt? Et puis là, ben, je vais dire non, je n'ai pas vraiment besoin d'une scie mécanique. Ce n'est pas nécessaire. Et en fait, je n'en aurai probablement jamais usage. Alors, ça, vous connaissez le dicton, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Bien, ça veut dire qu'il faut revisiter et revisiter et revisiter constamment lorsqu'on fait la planification. Et puis là, vers l'étape finale de la planification, vous devez tester votre planification. À savoir, si je développe ma préparation à toutes sortes d'événements en fonction de ce plan-là, est-ce que je vais me donner les moyens d'atteindre mes objectifs? Et puis là, vous vous dites, bon, 3 mois de nourriture,
ça me coûte tant d'argent d'épicerie à chaque semaine. Donc, j'ai budgété pour 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines d'épicerie pour faire mes courses et acheter ce qui me manque. On sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Mais c'est une pensée préliminaire. C'est un réflexe. Vous vous dites, ben, une semaine me coûte tant, 12 semaines vont me coûter tant. Mais c'est pas grave, c'est un début de réflexion. Et puis là, en revenant là-dessus, vous vous dites, après être allé au supermarché, par exemple, et avoir vu que votre lait, 1% de matière grasse que vous consommez habituellement, n'est plus disponible. Problème d'approvisionnement. Et là, ça vous fait sonner des cloches. Ouais, est-ce que je peux conserver d'avance pour 3 mois de consommation de lait? Ah non, assurément pas. Au bout de 2 semaines, le lait va tourner. Est-ce que je peux le congeler? Ouais, c'est pas fameux. OK. Et là, ben, vous vous dites, est-ce que je dois vraiment inclure du lait dans ma consommation? Moi, non. Mes enfants, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, vous commencez à vous dire, ah ben là, je vais peut-être avoir besoin d'aller acheter du lait en poudre entier, 3,25 %. Mais ce n'est pas coulé dans le béton encore. Vous réfléchissez. Vous enrichissez votre manière de voir votre préparation. Et quand vous avez une bonne idée et vous savez que vous êtes capable de dire, si j'exécute le plan que j'ai sous les yeux, j'ai réellement 3 mois d'autonomie à la maison avec ma famille, et bien là, c'est terminé, votre étape de planification. Vous êtes en mesure de pouvoir commencer à l'exécuter. Et quand vous êtes rendu à cette étape-là, vous avez produit des listes. Des listes d'aliments, des listes d'équipements, des listes relatives à l'énergie. Vous avez plein de listes. Et là, vous allez me dire, ben voyons donc, Vic, t'es contre les listes. Non, non, non. Je suis contre les listes faites par autrui. Je suis pour les listes que vous faites vous-même. Et les listes que vous faites vous-même, vous partez d'une page blanche, pas d'un gabarit de quelqu'un quelque part. C'est pas bon, là. Vous perdez la moitié de la réflexion si vous commencez avec un gabarit de liste de préparation. Non, non, non. Vous-même. Et, bon, c'est généralement les hommes qui commencent dans le survivalisme et le prepping. Souvent, les conjointes suivent, mais aussi, il y a des cas où les conjointes ne suivent pas. L'idée, c'est de pouvoir embarquer votre conjointe avec vous dans la préparation, parce que, croyez-moi, elle va être beaucoup plus pratico-pratique que vous pouvez l'être. C'est dans l'esprit féminin. Là, j'entends déjà crier sexiste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis sexiste. On constate la nature, on est sexiste. Puis je vais vous dire pourquoi les femmes sont plus pratico-pratiques. Parce que depuis des milliers de générations, les femelles chimpanzés, ben pas chimpanzés, là, ne sont pas dans notre lignée, mais toutes les espèces qui ont conduit à l'Homo sapiens, toutes ces femelles-là ont toutes eu un point en commun, l'instinct d'avoir des enfants, de les nourrir et de les protéger. Alors, ça crée, si vous voulez, une sorte de programmation en dur dans le cerveau, dans l'esprit féminin, qui est hérité des gènes de tous les ancêtres. Vous, comme homme, par exemple, vous allez vous faire une maison, puis vous allez faire des plans de maison, vous allez surdimensionner le garage, parce que vous voulez un atelier et tout ça, et vous allez mettre peut-être une petite salle d'eau pour le lavage et tout. Là. Et là, madame va passer derrière, et elle va dire, non, 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 tu me coupes ton garage, puis tu augmentes la salle d'eau, parce que j'ai besoin d'une laveuse, d'une sécheuse, j'ai besoin de pouvoir étendre du linge à l'intérieur au besoin,
j'ai besoin d'un endroit pour repasser le linge, j'ai besoin d'un endroit pour mettre le linge d'été quand c'est l'hiver et vice-versa. Donc, c'est une maudite bonne idée d'impliquer madame. Et si c'est madame qui initie le projet, ben, impliquez monsieur. Si vous n'avez pas de madame ou que vous n'avez pas de monsieur, à ce moment-là, si vous connaissez une madame et un monsieur qui sont dans le même esprit que vous, échangez avec lui ou avec elle. Vous allez avoir un autre point de vue qui va juste enrichir votre réflexion. Donc, revenons aux pratico-pratiques. À travers l'élaboration de votre planification, vous aurez produit des listes. Vous allez peut-être vous retrouver avec 4 ou 5 listes. Et il est possible que vous vous retrouviez aussi avec 30 listes. Parce que dans une liste, vous allez vous retrouver avec des éléments très généraux. Et cette liste-là va pointer vers d'autres listes. Un peu comme un lien hypertexte sur une page web. Vous arrivez sur une page web, il y a 8 liens, et vous cliquez sur chacun des liens, ça vous amène à une autre page qui a elle-même, mettons, 8, 10, 12, 15 éléments, et donc quelques-uns sont des liens pour aller encore plus loin et creuser davantage. Alors, il n'y a rien de typique. 4 pages de liste, ou 4 listes différentes, ou 30 listes différentes, au final. Ça n'a aucune importance, ça va dépendre de votre degré de planification et d'analyse. Ça va dépendre si vous êtes vraiment têteux sur les détails ou si vous êtes capable de fonctionner avec des grandes lignes. Et dans tout ça, il va être important de vous mettre les jalons dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des étapes dans votre planification qui vont pouvoir vous faire dire « ça y est, arrivé à ce point-là, je suis supposé avoir un livrable ». Par exemple, si on parle d'eau, vous habitez, je ne sais pas moi, en ville, et vous êtes 4, vous décidez d'avoir de l'eau pour, je ne sais pas moi, 10 jours. Vous n'avez pas accès à de l'eau courante si, évidemment, l'aqueduc municipal ne fonctionne plus. Il n'y a pas de ruisseau à proximité, il n'y a pas de cours d'eau à proximité. Vous devez la stocker. Eh bien, vous savez que c'est 4 litres d'eau par personne par jour. Ça, c'est les besoins physiologiques. L'eau, on va en trouver dans les aliments qu'on mange. Mais disons que pour combler les 4 litres d'eau par jour, vous décidez de stocker effectivement 4 litres d'eau par jour, par personne. C'est 16 litres par jour, 160 litres pour 10 jours. Bon, mais là, vous avez déjà des éléments qui sont concrets, qui vous disent « j'ai besoin de pouvoir stocker 160 litres ». Et là, ben, ça va être la chasse au contenant. Quel contenant va convenir le mieux? Et puis là, ben, vous faites vos recherches, vous regardez ce que vous avez comme espace, où est, à quel endroit dans votre maison, dans votre appartement, vous pouvez stocker cette eau-là. Et ça va déterminer aussi les contenants que vous pouvez utiliser. Et bien voilà, vous avez identifié tout ce qu'il vous faut. Voici un jalon. À l'issue de cette démarche-là particulière, je vais avoir 160 litres d'eau contenus dans tel type de contenant qui ont telle capacité chacun, et il va m'en falloir, disons, 10. Vous êtes encore dans l'abstrait parce que vous n'avez pas encore votre eau, mais vous avez un jalon. Quand vous allez arriver à cette étape-là, que vous allez pouvoir l'énoncer, que ça corresponde à la réalité, voilà, vous pouvez faire une coche à côté du point. Votre jalon a été atteint. Votre livrable, c'est les 160 litres d'eau dans des contenants. Vous l'avez. Ça, c'est plus à la phase d'exécution quand vous l'avez physiquement. Mais au niveau planification, le fait d'avoir identifié le besoin et la solution, c'est en soi aussi un jalon.
Et ça, vous faites ça pour chacun des éléments dans la liste que vous allez avoir développée. Vous allez voir, c'est tout un exercice. C'est long, ça prend beaucoup de temps. C'est un casse-tête parfois, parce que, évidemment, on a l'idée de quelque chose et on veut avoir la solution tout de suite. Et n'embarquez pas dans ce piège-là. Laissez venir. Laissez-vous du temps de réflexion. À un moment donné, vous allez peut-être même y rêver et au matin, vous allez dire « j'ai ma solution ». Ou ça va être au travers d'une activité, vous êtes en train de gamer sur l'ordinateur ou vous regardez un film ou vous êtes au restaurant avec votre famille, puis paf, la solution va vous venir. C'est fatal. Vous allez toujours trouver la réponse du moment que vous vous posez la question. Maintenant, si on passe à l'étape suivante, ou la phase suivante du projet, c'est l'exécution. Dans notre cas, ça va être probablement la partie la plus facile, en ce sens que on sait quels sont les achats qu'on doit faire, on sait quelles sont les formations qu'on a besoin de suivre, ou de prendre, ou de se donner, c'est selon. Parce qu'on peut très bien apprendre par soi-même aussi. Sans professeur, avec... vous allez rire, là, mais YouTube, de nos jours, c'est un formidable outil d'apprentissage du moment que vous ne regardez pas des vidéos de chats ou des vidéos de pitounes qui veulent montrer à quel point elles ont un beau corps et un beau visage. OK? Si vous sortez de ça, puis vous creusez et vous posez des questions concrètes dans le moteur de YouTube, par exemple, je ne sais pas moi, construire un mur de séparation dans une maison. Vous allez trouver des centaines de vidéos qui vont vous indiquer comment faire. Et à partir de là, vous allez pouvoir apprendre. Et à partir de l'apprentissage, vous allez pouvoir savoir quels sont les achats à faire pour être capable de réaliser votre mur. Vous comprenez l'idée, là? Donc, l'exécution, ben, c'est tout simple. Vous avez déjà ce qu'on peut appeler, en langage de planification industrielle, votre Bill of Materials. On appelle ça le BOM. C'est ce dont vous avez besoin, dans le fond, pour réaliser vos livrables. Si on vient au cas de l'eau, vous savez que le livrable de l'eau a besoin de 160 litres d'eau, de contenant et d'un espace de stockage. Voilà. Ça, c'est votre BOM pour l'eau. Bien, vous le savez. Vous le savez quand vous commencez à exécuter votre plan parce que vous y avez réfléchi. Vous avez réfléchi aux besoins, vous avez identifié le besoin réel et vous avez identifié les moyens pour le combler. Il reste qu'à exécuter. Et c'est là que vous allez avoir une idée concrète de combien va coûter votre projet de préparation et vous allez fatalement tomber dans les dépassements de coûts. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'avoir la capacité, évidemment, à acheter ce qui vous manque ou à compenser si vous ne pouvez pas acheter. Et après l'exécution, ben, j'insiste pas sur l'exécution, là, vous savez, là, c'est relativement simple. Ça prend pas, c'est pas de la rocket science, comme disent les Anglais, là. Vous savez ce que vous avez à faire parce que tout a été planifié. Il reste qu'à acheter, il reste qu'à aménager, il reste qu'à apprendre. Puis bon, la phase suivante, c'est le contrôle. Le contrôle peut survenir pendant la phase d'exécution ou après. Idéalement, le contrôle, dans le fond, c'est de s'assurer que vos livrables ont bien été livrés ou vont bien être livrés. Et ça, ben, dans notre cas, à nous, je pense que ça peut tout à fait bien se faire à l'intérieur de la phase d'exécution. Et comme je disais, la dernière étape, la dernière phase dans un projet, c'est la fermeture. Nous, on ne fait pas ça en prepping. Il y a une maudite bonne raison.
c'est que la plupart d'entre nous sont toujours en évolution. Vous avez atteint vos objectifs, vous avez ce que vous voulez, vous laissez ça, vous êtes fiers de vous, et puis 1 mois, 2 mois, 1 semaine après, vous vous levez un matin et vous dites je pense que je pourrais bonifier cet aspect-là, ou je pense que je pourrais rajouter une portée différente à ce que j'ai déjà, puis ça va aider pour tout le reste. Et là, vous recommencez. Mais c'est ça le prepping. C'est jamais terminé. C'est jamais terminé et, à quelque part, on souhaite qu'on puisse avoir à continuer ça toute notre vie. C'est-à-dire ne pas avoir à dépendre de notre préparation pour être capable de vivre et de faire nos activités. Et là, malheureusement, on est tombé dans des phases de crise qui vont solliciter notre préparation. Notre préparation psychologique, notre préparation en matière de savoir-faire et notre préparation matérielle. Malheureusement. Il y a beaucoup qui anticipent une énorme crise économique. Un crash pire que 1929, avec des conséquences qui pourraient être pires que 1929. Et d'un côté, si on était comme en 1929, les gens seraient laissés à peu près à eux-mêmes. On est en 2022, il y a le World Economic Forum qui, lui, va probablement en profiter pour devenir propriétaire de tout. Pas directement, mais à travers ses associés, disons. Vous savez la phrase « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Eh bien voilà. Est-ce que c'est une crise qui est organisée ou qui doit arriver parce que les systèmes économiques contemporains sont faits ainsi? C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être prêt pour le jour où ça va arriver. C'est la seule chose qui compte. Bon, là-dessus, j'espère, je vous avais annoncé la dernière fois que je voulais être un peu plus concret, un peu plus pratico-pratique. J'ai conscience que c'est très conceptuel de parler de gestion de projet. J'essaie de mettre des exemples plus concrets pour vous permettre de visualiser et de vous approprier plus facilement ces notions-là. Je ne saurais trop insister en vous disant d'aborder une approche gestion de projet dans votre préparation. Vous n'êtes pas obligé d'être des spécialistes en gestion de projet. Vous n'êtes pas obligé de suivre un cours là-dessus pour pouvoir adopter cette méthode-là. Vous avez les grandes lignes, je vous les ai présentées. C'est suffisant, je vous assure, c'est suffisant pour vous permettre d'adopter une approche de gestion de projet dans le cadre de votre préparation à des catastrophes, à des crises, au quotidien. Et je vous dis, vous avez beaucoup moins de risques d'oublier des trucs ou de laisser des aspects de côté si vous faites cet exercice-là. C'est un exercice qui a l'avantage d'être structuré. Au besoin, vous pouvez repasser mes explications sur les différentes phases et les différentes étapes pour bien les maîtriser. Mais si vous les comprenez bien, vous allez voir, ça va être facile à appliquer. Facile à appliquer, ça ne veut pas dire que c'est facile de se préparer. Mais la méthode, elle, est facile à appliquer. Là-dessus, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre attention. Je vous dis aussi, soyez prudents. À la prochaine.